Donc, et là, je m'adresse maintenant à tout le monde, et en particulier à ceux qui nous suivent en visioconférence, car ce soir, ce qui nous réunit, c'est une conférence sur Camille Saint-Saëns, portrait d'un musicien au cœur du 6e arrondissement de Paris. Alors, je ne serai pas très long pour présenter la conférencière, Marie-Gabrielle Sauvé. Simplement, je dirais que c'est la spécialiste mondiale, si vous me permettez, de Saint-Saëns. Alors, elle a tous les titres universitaires, les doctorats, etc. Elle est conservateur à la Bibliothèque nationale de France au département de la musique, et elle s'occupe de ces fonds. Et en particulier, si j'ai dit que c'est la spécialiste mondiale de Camille Saint-Saëns, et chaque fois que l'on fait une conférence, enfin, une exposition sur Camille Saint-Saëns, on fait appel à elle. Et elle a publié déjà une partie de la correspondance de Saint-Saëns, elle continue, et donc c'est elle qui me connaît le mieux, puisque là, elle a accès à la primeur, si je puis dire, à toutes ces correspondances qui sont vraiment la dimension intime de la personne. Donc, je vais m'arrêter là, et donc vous passez tout de suite la parole. Ah oui, j'ai emporté là. Je vous remercie de tous ces éloges que je ne mérite pas, et en tout cas que je partage avec un certain nombre de membres de la Société Saint-Saëns qui nous ont fait aussi l'honneur et l'amitié de venir et dans cette salle ce soir et à distance en visio. Et je dois dire que c'est un travail d'équipe où on s'entend tous très bien, on partage tous nos informations, et vous allez en avoir, j'espère. Pardon, je me rapproche encore plus, voilà, d'accord, un petit peu louché, mais donc en tout cas, je vous remercie beaucoup, la Société historique du 6e arrondissement, de m'avoir invité à vous présenter cette conférence sur la présence de Camille Saint-Saëns dans le 6e arrondissement. Cela m'a permis, en tout cas pour ma part, de porter un regard un peu différent sur ce musicien que nous connaissons sous d'autres aspects, et de constater finalement à quel point il était parisien, ce que j'avais en quelque sorte un petit peu occulté jusqu'à présent, puisque Saint-Saëns s'était taillé, à juste titre d'ailleurs, une solide réputation de voyageur et presque de nomade, comme vous allez le comprendre. Mais en fait, là, je change de diapositive, ça ne veut pas. Voilà, donc monsieur va m'aider. Voilà. Donc, la vie de Camille Saint-Saëns est un long parcours riche et foisonnant qui commence ici, au cœur du 6e arrondissement. Je vous en prie. Ses parents sont tous deux d'origine provinciale. Ils se sont établis ici, dans le 6e arrondissement. Ils s'y sont rencontrés et ils s'y sont mariés. Donc, Saint-Saëns y est né. Il y a passé son enfance et son adolescence. Il y a noué de solides amitiés et fondé une famille. Il y a mené aussi une intense activité musicale. Et c'est aussi dans le 6e arrondissement que s'est déroulé un drame familial qui va modifier le cours de son existence et sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, je voudrais vous donner rapidement quelques points de repère pour mieux vous situer ce musicien. Donc, c'est un connu qui est très connu, qui est certes apprécié, mais encore mal étudié. Alors, de son vivant, le grand dictionnaire universel du 19e siècle de Larousse consacre à Saint-Saëns une notice assez conséquente. Et on y lit que M. Saint-Saëns est une des organisations musicales les plus heureusement douées. Comme pianiste, il n'est inférieur qu'à Liszt et à Anton Rubinstein. Ses concerts sont pour lui de véritables triomphes. Comme organiste, il n'a pas de rivaux. Et comme compositeur, il procède à la fois de Bach, de Beethoven et de Berlioz. Et on a joliment dit aussi de Saint-Saëns lors de ses obsèques qu'il avait eu l'enfance de Mozart et la vieillesse du Titien. Donc c'est assez vrai. Sa carrière est d'une longévité exceptionnelle. Elle a duré près de 80 ans.
au cours desquels il aura sillonné la planète et rencontré toutes les célébrités de son temps et composé plus de 600 œuvres. La première à l'âge de 3 ans et demi et la dernière était encore sur sa table de travail lorsqu'il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Et Saint-Saëns est parmi les rares auteurs à s'être illustré dans tous les genres musicaux. 12 ouvrages lyriques, 10 concertos, 5 symphonies, 4 poèmes symphoniques, des musiques de scène, des pièces concertantes, près de 160 mélodies et autant de cantiques, hymnes, cantates, chœurs, motets, oratorios, musique de chambre évidemment, sonates, trios, quatuors, quintettes, septuors, etc. Il n'y a pas un genre musical qui lui ait échappé et dans lequel il n'ait produit des chefs-d'œuvre. Et on a un peu oublié aujourd'hui qu'il était aussi un interprète d'exception. L'un des plus grands pianistes et organistes de son temps et qu'il a donné des milliers de concerts à travers le monde. Il a fondé la Société nationale de musique, je vais y revenir tout à l'heure. Il a écrit plus de 20 000 lettres à près de 1500 correspondants et il a publié près de 500 articles dans la presse où sa plume de polémiste était assez redoutable et redoutée. Alors Saint-Saëns a vraiment occupé le terrain dans le domaine musical et au-delà. On savait qu'il était là et il s'exprimait sur tout et à tout moment. Sa parole était écoutée et son avis comptait. Et c'est cette très grande notoriété, forgée au fil des ans, qui a sans doute créé des jalousies. Aussi, lorsqu'il meurt le 16 décembre 1921, cela fera donc 101 ans demain précisément, eh bien, certains ont été soulagés de voir disparaître cette statue du commandeur, on va dire, qui, malgré son grand âge et en dépit de son esthétique que l'on jugeait alors un peu dépassée, continuait cependant d'occuper le devant de la scène. À son époque, Saint-Saëns était véritablement une star internationale et un grand ambassadeur de la culture française, ce que l'on imagine difficilement aujourd'hui. Et pourtant, il était le compositeur français le plus connu à l'étranger. Mais il était aussi le compositeur français le vivant, le plus joué en France. Ainsi, dans les concerts recensés à Paris en 1913, année de la création du Sacre du Printemps de Stravinsky, eh bien Saint-Saëns est le compositeur qui caracole largement en tête, bien loin devant Massenet, Debussy, Fauré ou Ravel. Et cela va durer encore longtemps, aux grandes dames d'ailleurs de la critique d'avant-garde qui souhaite le mettre à l'écart et dénigre à longueur de page l'encombrant Saint-Saëns ou le vieillard qui compose encore et toujours. Alors, il faut dire que Saint-Saëns avait sans doute un peu saturé l'espace médiatique, comme on dirait aujourd'hui. Mais alors, comment expliquer cet engouement, cette fidélité du public pour un compositeur que la presse ne cesse de critiquer à longueur de page? Bien, l'une des raisons, c'est sans doute que la musique de Saint-Saëns était à la fois savante et populaire. Son œuvre a fait l'objet d'un nombre prodigieux d'arrangements, d'adaptations, de transcriptions pour tous les instruments. Elle était jouée dans les concerts, bien sûr, mais aussi dans les bals, dans les kiosques, au cinéma. Elle était au répertoire des chorales, des fanfares, donnée dans les concours et dans les examens. Enfin, on l'entendait partout. Une autre explication de la popularité de Saint-Saëns est le fait qu'il était interprète, pianiste et organiste hors pair, mais aussi chef d'orchestre, pas très bon d'ailleurs. Mais on allait écouter le compositeur jouer et diriger ses propres œuvres, ce qui évidemment favorisait leur diffusion. Et Saint-Saëns lui-même était très aimé du public car il en était proche. Il allait sur le terrain, dans les capitales aussi bien qu'en province, entendre ses œuvres lorsqu'elles étaient données ou les diriger lui-même. Il assistait aux répétitions, il faisait travailler les chanteurs et se dépensait sans compter dans des concerts de bienfaisance. Il était très accessible et bien loin de l'image du compositeur enfermé dans sa tour d'ivoire en dépit de sa réputation de mauvais caractère. Et de plus, il s'intéresse aussi à la philosophie, aux sciences, à la biologie, à la botanique, à l'acoustique, à l'astronomie, en y développant un savoir qui dépasse parfois de loin celui d'un simple amateur.
Il est aussi poète, critique musical, écrivain, et c'est véritablement un acteur de la vie musicale de son temps, un passeur d'un siècle à l'autre, et ses écrits sont là pour en témoigner. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal à partir des années 1870 et jusqu'à la mort de Saint-Saëns en 1921 sans que son nom y soit mentionné pour une raison ou pour une autre, comme interprète, comme compositeur, comme membre de jury de ceci, président de la société de cela, partant ou revenant de voyage, intervenant à divers titres pour donner son avis sur son art, mais aussi sur la hausse des loyers, sur la corrida, qu'il condamne, sur l'inutilité de certaines formalités douanières. Bref, il était un petit peu partout. Mais au tournant du siècle, les goûts et les mentalités changent et après sa mort, la musique de Saint-Saëns va entrer dans une longue période de purgatoire. Elle n'a pourtant jamais complètement disparu de notre paysage sonore, mais on entendait un petit peu toujours les mêmes choses, quelques tubes que vous connaissez tous, hein, la bacchanale de Samson et Dalila, le fameux air Mon cœur soudra ta voix, la danse macabre, les deuxième et quatrième concerto piano, introduction et rondo capriccioso, l'immortel signe du carnaval des animaux et le non moins incontournable Aquarium, qui est le jingle du Festival de Cannes. Donc une vingtaine d'œuvres peut-être, un peu plus, mais on n'entendait quasiment jamais le reste, si je puis dire, c'est-à-dire les 580 autres œuvres répertoriées à son catalogue. Mais fort heureusement, le mouvement s'inverse et il ne se passe pas de mois sans que de nouveaux enregistrements paraissent. Alors c'est peut-être l'effet centenaire, mais en tout cas, on peut constater depuis un moment déjà qu'une nouvelle génération d'interprètes, sans doute plus curieuse et débarrassée de préjugés véhiculés peut-être par les anciens, s'empare de ce répertoire et l'illustre brillamment. N'oublions pas que lorsque Saint-Saëns produisait ses premières œuvres, donc tout jeune enfant encore, eh bien, les compositeurs contemporains de son époque, c'était Mendelssohn, mort en 1847, auquel on le compare souvent, Chopin, mort en 1849, Schumann, mort en 1856. Saint-Saëns va aussi fréquenter Berlioz, Liszt, Wagner. Il aura lui-même pour élève, dans les quelques années où il va enseigner à l'école Niedermeyer, Gabriel Fauré, qui va lui vouer une admiration éternelle, André Messager, Eugène Gigoux. Mais songez aussi qu'il a connu à la fois Berlioz, Rossini, Liszt, Verdi, mais aussi Debussy, auquel il a survécu, Ravel et Stravinsky. Après la Première Guerre mondiale, le paysage musical a bien changé et Saint-Saëns est toujours là. Il traverse toute l'histoire de la musique du 19e siècle, au moment où elle est sans doute la plus féconde et la plus fertile, et il enjambe le 20e siècle. Et quoi qu'on en dise, il a été novateur, certes discrètement, mais il l'a été jusque dans les dernières années de sa vie. Par exemple, dans cette constante attention portée à la recherche de timbres et de sonorités nouvelles. Il est le premier à avoir introduit un quatuor de saxophone dans le psaume Superfluminam Babylonis en 1854, la naissance, on va dire, de l'instrument. Il est le premier aussi à avoir introduit le xylophone dans l'orchestre, dans la danse macabre, le premier à avoir introduit l'orgue et le piano aussi dans l'orchestre, non pas comme soliste, mais comme véritablement instrument de l'orchestre dans la 3e symphonie, où l'orgue intervient finalement assez peu et fondu au milieu des autres instruments qui va soutenir comme une nappe sonore. Et Saint-Saëns est allé aussi chercher l'inspiration au-delà des frontières, en Espagne, aux Canaries, je cite quelques titres, Caprice andalou, Valse canariote, Rota aragonaise, Une nuit à Lisbonne, Les cloches de Las Palmas, etc. Et il occupe une place de choix parmi les musiciens dits orientalistes. Citons par exemple la suite algérienne, Caprice arabe, Africa, Souvenir d'Ismaïlia, Orient et Occident, Mélodie persane, La princesse jaune, Parisatis, Désir de l'Orient, Lever de soleil sur le Nil et bien sûr Samson et Dalila avec sa célèbre bacchanale et la liste n'est pas close. Mais reprenons depuis le début car c'est bien dans le 6e arrondissement que cette brillante carrière a commencé.
Alors, je vous ai mis un plan général du 6e arrondissement. J'espère qu'il est bien lisible. Il est tiré du Nouveau Paris, histoire de ces 20 arrondissements, aux éditions Gustave Barba en 1860. Donc, vous voyez ici les endroits que je vais évoquer dans un premier temps. Donc, voici un plan un petit peu plus détaillé. Donc, le grand-père de notre compositeur, qui s'appelait Jean-Nicolas Saint-Saëns, 1757-1837, est agriculteur en Normandie et il est maire de la petite commune de Rouménil-Bouteille à côté de Dieppe. Il a 8 enfants, 4 filles et 4 garçons, dont 2 nous intéressent aujourd'hui, car ils vont quitter leur Normandie natale pour venir à Paris sans que l'on connaisse véritablement la raison de ces départs. Donc, Nicolas Jean-Baptiste vient ouvrir un commerce d'épicerie au 22 rue des 4 Vents. C'est une rue qui est parallèle à la rue Saint-Sulpice, que vous voyez sur le plan. En 1812, il épouse Louise-Charlotte Charon, dont il a 2 filles, et l'une des 2, Marie-Coralie ou Caroline, va épouser Achille Hoffmann, qui était un docteur en médecine et qui est le promoteur de l'homéopathie, ce qui va contribuer à sa renommée, et qui demeure, lui, 2 rue du Petit Bourbon, qui est aujourd'hui la rue Saint-Sulpice. Et c'est à cette même adresse, donc au 22 rue des 4 Vents, donc à l'épicerie de Nicolas Jean-Baptiste, que vient s'établir un autre frère plus jeune, Victor Jacques Joseph. Victor est né en 1798, il a fait quelques études, il vient à Paris en 1833, donc à l'âge de 35 ans, pour occuper un poste d'employé puis de sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur. Il est amateur de littérature, de théâtre, il écrit quelques poèmes dont certains furent mis en musique par Stanislas Champin. Et Victor Saint-Saëns fait la connaissance d'une jeune fille de 10 ans plus jeune que lui, Clémence Collin, qui est née en 1809. Elle est originaire de Oissy, en Haute-Marne, issue d'une famille nombreuse et accueillie à Paris, pour ainsi dire adoptée, par son oncle et sa tante qui n'avaient pas d'enfants et qui vont pourvoir à son éducation. Donc cet oncle, c'est Raphaël Esprit Masson et sa tante Charlotte Masson, née Gaillard. Et Esprit Masson, lui, tient un commerce de librairie rue Mignon. Et le couple demeure 20 rue Hautefeuille. Vous voyez qu'on reste vraiment dans un périmètre très serré du 6e arrondissement. Et Victor Saint-Saëns et Clémence Collin se rencontrent, on ne sait comment, mais en tout cas se marient à l'église Saint-Sulpice le 24 novembre 1834. Et le jeune couple va emménager dans un appartement au numéro 3 de la rue du Jardinet. Donc là, je vous ai mis un plan très agrandi. On voit la rue du Jardinet. Enfin, on voit déjà le tracé du boulevard Saint-Germain qui n'existait pas encore à cette époque-là. Et en fait, la rue du Jardinet a été en partie amputée à cause du percement du boulevard Saint-Germain. Donc, c'est un sens né dans une maison que vous voyez ici, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Donc, on a retrouvé cette photo dans ses archives et il a mis lui-même une croix en mettant la porte de la maison où je suis née. On le voit ici un petit peu plus. Donc, c'est à cette adresse que Clémence Saint-Saëns va donner naissance à un fils le 9 octobre 1835. Donc, Saint-Saëns a marqué donc, la porte de la maison où il est né. L'enfant est déclaré à la mairie, donc ici même, sous les prénoms de Charles Camille. En fait, il n'utilisera toujours que son 2e prénom, Camille. Et il est baptisé en face à l'église Saint-Sulpice le 27 octobre 1835. Et il a pour parrain et marraine donc son oncle paternel, Nicolas Saint-Saëns, l'épicier de la rue des 4 Vents, et sa grand-tante maternelle, Charlotte Masson. Mais l'année 1835, donc, est éclairée par la naissance de ce petit garçon, est en fait une année bien noire pour la famille, parce que quelques mois plus tôt, en effet, les Massons allaient se retirer de leur commerce de librairie avec une belle fortune lorsqu'ils perdirent tout en 15 jours dans une crise de la librairie, gardant juste de quoi vivre honorablement. Alors, l'état de santé d'Esprit Masson se dégrade rapidement et il meurt le 21 mars 1835. Camille naît, lui, le 9 octobre et le 30 décembre, c'est son père, Victor Saint-Saëns, qui décède à son tour de la phtisie, autrement dit de la tuberculose, à l'âge de 37 ans,
et donc à peine 3 mois après la naissance de son fils. Donc la tante et la nièce vont se trouver veuves toutes les deux à quelques mois d'intervalle. Et elles vont élever ensemble ce petit Camille qui restera fils unique, qui dira toujours que s'il n'a pas connu son père, il a en tout cas eu 2 mères, sa mère Clémence et sa grand-tante Charlotte. Donc l'enfance de Camille Saint-Saëns se passe aux 3 rue du Jardinet, au sein d'un noyau familial très réduit, avec un train de vie sans doute assez modeste. Charlotte Masson devait avoir une petite rente héritée de son mari, mais après la faillite de la librairie, il ne restait sans doute pas grand-chose. Il n'y a en tout cas pas de fortune familiale. C'est une des nombreuses légendes qui entourent la vie de Saint-Saëns et qu'il faut déconstruire. Et Saint-Saëns disait lui-même que le seul héritage qu'il avait reçu de son père, eh bien, c'était la tuberculose. Alors, la grand-tante Charlotte Masson, elle est née en 1782. Elle était issue d'une ancienne famille de robes ruinée par la Révolution. Elle avait reçu une bonne éducation musicale et artistique dont elle avait fait bénéficier sa nièce et dont, à son tour, bénéficiera son petit-neveu. Et Clémence Saint-Saëns, quant à elle, avait été l'élève du peintre Pierre-Joseph Redouté. Elle dessinait et peignait fort bien, et elle a sans doute essayé de gagner quelque argent en vendant des aquarelles qui sont de bonne facture, comme vous pouvez en juger sur cet échantillon. Alors, toujours est-il que Clémence Saint-Saëns fréquente des ateliers d'artistes, dont beaucoup sont situés dans le 6e arrondissement. Et la préparation de cette conférence nous a permis d'explorer davantage cette piste de l'entourage et du réseau de sociabilité au sein duquel a gravité notre musicien dès son enfance. Alors, rares sont les confidences de Saint-Saëns dans ses écrits publiés, mais il témoigne en tout cas de ses visites chez leur voisin de la rue du Jardinet, le peintre Jean-Pierre Granger. Donc, je cite les paroles de Saint-Saëns. « Un simple plancher séparait l'appartement où j'ai passé mon enfance et ma première jeunesse de celui qu'habitait avec sa femme et sa fille le peintre Granger, élève d'Ingres, auteur de l'Adoration des mages que l'on voit dans l'église Notre-Dame de Lorette. J'ai joué avec la couronne en carton doré aux pointes aiguës qui avait coiffé le modèle chargé de représenter l'un des 3 rois. Toutes deux passionnées pour la peinture, ma mère et mademoiselle Granger, qui devint plus tard madame Paul Meurice, étaient grandes amies. Elles exécutèrent de concert au Louvre la copie des Enfants d'Édouard de Paul Delaroche, ce tableau qui faisait alors fureur. La peinture de ma mère, admirablement conservée, se voit au musée de Dieppe. Bon, ça, je vous ai mis l'original, pas la copie. C'est par la famille Granger que je fus, à l'âge de 5 ans, présentée à monsieur Ingres. De la rue du Jardinet où nous demeurions, au quai Voltaire où il habitait, le chemin n'est pas long. Et nous allions souvent en caravane, les Granger, ma grand-tante Masson, ma mère et moi, visiter monsieur Ingres et aussi madame Ingres, femme exquise dans sa simplicité que tout le monde aimait. Ingres me parlait souvent de Mozart, de Gluck, de tous les grands maîtres de la musique, et à 6 ans, je composais un adagio que je lui dédiais gravement. Ce chef-d'œuvre est heureusement perdu. En fait, il n'est pas du tout perdu, il est conservé à la Bibliothèque nationale de France, et vous voyez ici le manuscrit de cette petite œuvre. Et Saint-Saëns continue. Comme je jouais déjà fort gentiment pour cet âge de petites sonates de Mozart, Ingres, en retour de ma dédicace, me fit cadeau d'un petit médaillon représentant le profil de l'auteur de Don Juan, en l'enrichissant de cette inscription « À Monsieur Saint-Saëns, charmant interprète de l'artiste divin ». Il a fâcheusement omis d'inscrire la date de cette dédicace qui en eut singulièrement rehaussé l'intérêt, car l'idée d'appeler Monsieur Saint-Saëns gros comme le bras un bambin de 6 ans n'est certes pas ordinaire. Alors, restons encore dans l'entourage de Madame Saint-Saëns mère, donc de Clémence Saint-Saëns, pour évoquer la personnalité d'Amable Casimir Sabine Boyard. En fait, Amable Tastu, de son nom de plume. Son mari, Joseph Tastu, tient une librairie au 36 rue de Vaugirard. Et Madame Amable Tastu se fait connaître du tout Paris romantique en publiant des poèmes et en collaborant à plusieurs revues et en écrivant aussi des ouvrages à vocation pédagogique et d'autres sur la littérature allemande et italienne. Madame Tastu avait emmené le jeune Camille à l'observatoire pour admirer la Lune, ce qui a eu pour conséquence de déclencher chez lui une véritable passion pour l'astronomie. Dès l'âge de 8 ans, Saint-Saëns mettra en musique plusieurs poèmes de Madame Tastu dans ses mélodies, Plainte, La feuille de peuplier ou La maman, par exemple.
Alors, c'est à peine plus âgé que Saint-Saëns va faire la connaissance de quelqu'un qui va beaucoup compter pour lui et le développement de sa propre esthétique, et toujours dans le 6e arrondissement. Il s'agit de Charles Gounod, qui à cette époque cherchait encore à se faire un nom dans le domaine lyrique. Et Saint-Saëns raconte ainsi: c'est à ce moment initial que j'eus la bonne fortune de rencontrer le jeune maître, donc Gounod, chez un de mes parents, le docteur homéopathe Hoffmann, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui habitait rue de Petit-Bourbon, dans le salon duquel se tenaient des réunions mondaines où Gounod était attiré par un clan de jolies femmes, clientes du docteur et admiratrices passionnées du musicien. J'avais alors 10 ou 12 ans, lui 25 ans peut-être, et par ma grande facilité musicale, par ma naïveté, par mon enthousiasme, je sus attirer sa sympathie. Il écrivait avec la collaboration d'un beau frère de la maîtresse de maison un opéra comique dont il nous chantait des fragments dans ses réunions intimes. Et dans l'entourage de Saint-Saëns, du jeune enfant Saint-Saëns, il nous faut aussi évoquer la famille Chazal. Le père, Antoine Chazal, est un peintre renommé. En 1831, il obtient sur concours la place de maître de dessin pour animaux au Muséum d'histoire naturelle, où il enseignera l'iconographie jusqu'à sa mort, en 1854. Il est aussi nommé en 1840 premier peintre de fleurs de la reine Marie-Amélie, l'épouse de Louis-Philippe, en remplacement de Pierre-Joseph Redouté. Et Antoine Chazal louait une maison au 20 rue de l'Ouest, qui correspond aujourd'hui à la partie de la rue d'Assas, comprise entre la rue de Vaugirard et l'avenue de l'Observatoire. Vous voyez en bas, à gauche de l'écran. À cette époque-là, c'est un quartier qui commence à se bâtir et qui abrite de nombreuses maisons d'artistes. La maison se situe à l'emplacement actuel des 92 et 96 rue d'Assas, un peu avant la rue Joseph Barra. Et elle est dotée d'un immense jardin qui est le lieu privilégié de réunions amicales et familiales auxquelles participaient Saint-Saëns et sa mère. Et un témoin raconte que le jeune Saint-Saëns, alors âgé de moins de 20 ans, donc à peu près à l'époque où vous le voyez là, improvisait là des polkas et des quadrilles sans prétention. Antoine Chazal, donc le peintre, a 2 fils, Léon et Camille, donc le même prénom que le nôtre, qui est peintre lui aussi. Camille Chazal est professeur de dessin au lycée Henri IV et son atelier se situe ancien passage Lorette, devenu rue Carnot, puis rue Joseph Barra. Voilà. On doit à Camille Chazal le portrait de Camille Saint-Saëns qui est conservé aujourd'hui au musée de Dieppe. Camille Chazal va mourir assez jeune, le 5 avril 1875, rue Notre-Dame-des-Champs. Mais Saint-Saëns va toujours rester en relation avec Aline Chazal, qui avait épousé Léon, l'autre frère du peintre. Et dans sa correspondance avec Aline Chazal, Saint-Saëns évoque ainsi ses souvenirs. Qu'y a-t-il de plus précieux qu'une profonde affection que cimente de si rares souvenirs? Le jardin de Père Chazal, l'atelier de Camille, les soirées du boulevard Saint-Germain, tout cela se réunit en vous. La famille Chazal possédera dans les années 1880 un appartement au 37 boulevard Saint-Michel où Saint-Saëns se rendait également. Un autre ami qui a son importance dans la vie de Camille Saint-Saëns, c'est Théodore Biet, qui est né, lui, en 1834, donc un an plus jeune que Saint-Saëns. La famille Biet possède une maison réputée de confection d'ornements d'église, chasubles, broderies et objets du culte, qui est fondée en 1782 au 74 rue Bonaparte, c'est-à-dire l'immeuble à côté de celui de la mairie. Donc vous voyez Biet est né là sur la façade. Théodore et Camille se sont connus enfants au cours de catéchisme donné à la paroisse Saint-Sulpice. Et Saint-Saëns raconte lui-même ainsi: la plus vive sympathie nous unit bientôt. Passionnés par l'art sous toutes ses formes, nous étions faits pour nous entendre, et comme nous habitions le même quartier, on se visitait presque journellement. Il avait été frappé de la routine, de la médiocrité artistique d'une industrie où l'art avait tenu jadis la première place. Dessinateur de talent, il étudiait à fond l'ornement que l'Antiquité et le Moyen-Âge ont porté si haut. Il m'initiait à ses travaux et j'appris ainsi à connaître cet art si répandu et auquel tant de gens ne font aucune attention, bien qu'il soit plus que tout autre mêlé à notre existence journalière. Théodore Biet me montrait ses travaux, m'initiait aux merveilles décoratives des XIIe et XIIIe siècles, et je compris quelles profondes analogies
unissez cet art et le mien. Et Théodore Biet est l'un des rares amis intimes, l'un des rares correspondants auxquels Saint-Saëns écrit lorsqu'il est en voyage. Et Biet, de son côté, va fidèlement veiller sur Madame Saint-Saëns mère quand elle sera très âgée et lorsque son fils s'éloignera de plus en plus souvent pour des tournées de concerts. Alors Saint-Saëns va dédier à Théodore Biet une œuvre Orient et Occident, qui est une grande marche pour orchestre d'harmonie, composée en 1869 pour le Gala de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. Il va dédier également à Théodore Biet son recueil d'écrits qui reste encore aujourd'hui le plus connu, Harmonie et Mélodie, publié en 1885. Et de son côté, Théodore Biet va réaliser plusieurs pages de titres ornés pour les éditions d'œuvres de Saint-Saëns. On le voit ici, par exemple, pour les musiques d'église, avec des belles lettres gothiques. Et c'est aussi Théodore Biet qui va dessiner le monogramme dont Saint-Saëns se servira pour marquer certaines de ses partitions. Vous voyez un C avec deux S entrelacés. Et c'est une amitié qui ne se défera qu'avec la disparition prématurée de Biet en 1889. Donc, il serait intéressant de savoir s'il existe encore aujourd'hui des héritiers de la famille Biet et si par hasard ils avaient conservé les lettres de Saint-Saëns à Théodore Biet, car de son côté, Saint-Saëns lui avait précieusement conservé les lettres reçues de Théodore Biet. Elles se trouvent aujourd'hui dans ses archives à Dieppe. Alors jusqu'à présent, j'ai plutôt évoqué les relations d'enfance de Saint-Saëns et celles liées à l'entourage de sa mère. En 1857, le jeune Saint-Saëns a 22 ans. Il est nommé à la très convoitée tribune de l'église de la Madeleine, où il va prendre la succession de Louis-Alfred James Lefebvre-Velly lorsque celui-ci va quitter la Madeleine pour venir à Saint-Sulpice. Alors, de la rue du Jardinet à l'église de la Madeleine, il n'y a pas une longue route, mais la famille décide de traverser la Seine pour emménager au 168 de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et Saint-Saëns va y rester 18 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va couper le lien avec le 6e arrondissement. On sait déjà qu'à cette époque, il donnait des cours de piano à un certain nombre d'élèves dans le 6e arrondissement et autour du Faubourg Saint-Germain, mais cet aspect de ses activités est encore assez mal documenté. Ce sont des pistes qui restent à étudier. Malheureusement, nous avons des trous pour ces années-là dans les archives de Saint-Saëns, dont une grande partie quand même a été conservée, mais il nous manque de la documentation. En tout cas, on sait que Saint-Saëns fréquente aussi dans ces années-là un groupe de jeunes peintres qui gravitent autour de l'école des Beaux-Arts et qu'il a sans doute tous rencontrés au début des années 1860. Henri Regnault, Georges Clérin, Charles-Emmanuel Jadin, Ulysse Gutin et Camille Saint-Saëns sont alors inséparables. Car il faut aussi dire que bien souvent, ces peintres étaient de grands amateurs de musique et de bons interprètes. Henri Regnault, par exemple, est doté d'une belle voix de ténor et c'est lui qui, le premier, va chanter le rôle de Samson lorsque Saint-Saëns va tester son nouvel opéra en privé avec ses amis. Et c'est la belle Augusta Holmes, leur égérie, qui chantait le rôle de Dalila. En 1866, Henri Regnault remporte le prix de Rome de peinture avec une grande composition que vous voyez ici sur le sujet, Thétis rapportant à Achille les armes forgées par Vulcain. Et cette œuvre va faire un petit peu scandale car on y a reconnu ou cru reconnaître Augusta Holmes dans cette jeune femme fort décolletée. Mais la très prometteuse carrière du jeune peintre fut stoppée net par une balle prussienne. Henri Regnault fut tué à Buzenval à 27 ans dans les derniers jours du siège de Paris, le 19 janvier 1871. Saint-Saëns tiendra l'orgue à ses obsèques et va lui dédier sa marche héroïque et la 4e de ses mélodies persanes, sabre en main. Donc un monument avec le buste d'Henri Regnault est élevé à sa mémoire ainsi qu'à celle des élèves de l'école tués à la guerre de 1870. Donc ce monument se trouve dans la cour du Mûrier de l'école des Beaux-Arts où on le voit encore aujourd'hui. Regnault et Georges Clérin, Henri Regnault partageait avec Georges Clérin un grand atelier qui se trouvait boulevard Saint-Michel, qui aurait été l'ancien atelier d'Achille de Veria, au mur, paraît-il, rouge sans bœuf, qu'ils ont redécoré à leur façon et agrémenté d'un piano. Et voici ce que dit un témoin des joyeuses soirées qui s'y déroulaient. L'esprit trouvait là des distractions variées. L'art y était aimé et cultivé sous toutes les formes et la musique avait ses heures comme la peinture. Que de fois, brosses et couleurs
furent soudain abandonnés quand entrait un ami musicien. Nous nous groupions alors autour du piano, écoutant une sonate de Beethoven ou une partition de Wagner, magistralement exécutée par Saint-Saëns. Nous unissions nos voix pour chanter en chœur les grandes scènes de l'Orphée de Gluck, ou bien encore nous nous taisions pour laisser Regnault, de sa voix si douce et si pénétrante, nous dire quelques mélodies nouvelles ou quelques cavatines. Charles Gounod, qui, entre parenthèses, est aussi né dans le 6e arrondissement, rue de l'Éperon, donc une rue qui est perpendiculaire à la rue du Jardinet. Donc Charles Gounod donc, venait aussi à l'atelier faire entendre des œuvres nouvelles. Alors Georges Clairin était un grand ami de Saint-Saëns, il le restera jusqu'à sa mort en 1919. Il réalisera plusieurs lithographies pour illustrer les mélodies persanes, ainsi qu'une édition de luxe de Samson et Dalila. Clairin se fait une spécialité de décoration de salles de spectacle et vous pouvez admirer certaines de ses compositions, par exemple au Palais Garnier, au Grand Théâtre de Tours ou à l'Opéra de Monte-Carlo. C'était aussi un intime de Sarah Bernard et c'est sans doute par son entremise que Saint-Saëns l'a rencontré. Donc, c'est lui l'auteur de ce beau portrait que vous pouvez voir au Petit Palais. Parmi l'entourage des peintres, on peut encore citer Emmanuel Jadin et Ulysse Butin, qui habitaient lui, qui est Conti, à l'angle de la rue Guénégaud. Et pour en finir avec les peintres, je cite aussi Paul Mattei, peintre et graveur, lui aussi élève à l'École des Beaux-Arts, dans les mêmes années que Regnault et Clairin, et qui réalisa ce beau portrait de Saint-Saëns, exposé au Salon en 1887 et conservé au musée de Dieppe. Alors, c'était une large digression hors du champ musical, mais je crois qu'il était important d'esquisser les portraits de ces amis peintres, tous grands amateurs de musique, à une époque où les professions artistiques se mêlaient facilement dans les ateliers et dans les salons. Et ces liens amicaux ont en tout cas fortement contribué à ancrer la présence de Saint-Saëns dans le 6e arrondissement, même lorsqu'il habitait de l'autre côté de la Seine. Donc Saint-Saëns demeure donc rue du Faubourg Saint-Honoré, il exerce son métier d'organiste à la Madeleine et il continue de mener tambour battant une double carrière d'interprète et de compositeur qui va vite devenir très internationale. Mais il était aussi très désireux de fonder une famille et comme beaucoup d'autres, il avait espéré conquérir les faveurs d'Augusta Holmès, rencontrée, comme je vous l'ai dit, au début des années 60 sur les bancs du conservatoire. Mais comme beaucoup d'autres, il était conduit. Ils conserveront cependant de solides liens d'amitié jusqu'au décès de la compositrice en 1903. Saint-Saëns avait aussi demandé la main de Marguerite Bonny, qui deviendra Madame de Saint-Marceau. Ils étaient très épris l'un de l'autre, mais les parents de la jeune fille ont refusé ce mariage. Mais il faut dire qu'un musicien, un artiste, profession qui n'avait pas à l'époque toujours très bonne presse, un musicien qui n'a pas de poste prestigieux, si ce n'est celui d'organiste à la Madeleine, mais qui n'a pas la consécration du prix de Rome, qui n'a pas de fortune, qui n'a pas beaucoup de soutien familial et de surcroît tuberculeux, eh bien, ça n'est pas forcément le parti idéal souhaité par des parents pour leur fille. Alors, en 1875, Saint-Saëns jette son dévolu sur la jeune Marie-Laure Truffaut, la sœur d'un de ses amis. Il a 40 ans, elle en a 20. Donc là, vous voyez à peu près à l'époque de son mariage, il a une alliance. Ça permet de dater la photo. Le mariage a lieu le 3 février au Cateau-Cambrésis, d'où est originaire la jeune femme. Nous n'en avons pas de photo, si ce n'est une d'elles très âgée. Je ne vous ai pas dit. En tout cas, un premier fils, André Albert, naît le 6 novembre 1875. Là, nous avons une photo. L'appartement de la rue du Faubourg Saint-Honoré devient trop petit et Saint-Saëns va donc retourner dans son cher 6e arrondissement où il emménage avec sa famille en mars 1877 au 4e étage du 14 de la rue Monsieur le Prince. Donc, je vous ai mis une photo de l'immeuble. Malheureusement, c'est difficile à prendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Il y a toujours des voitures garées devant. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Je pense que la porte est encore tout à fait d'époque. Cette adresse lui avait été recommandée par l'un de ses amis de longue date, Joseph Alfred Lelibon, dit Alfred Libon, qui était directeur général des Postes, lui aussi grand amateur de musique et fréquentant les ateliers des peintres que je vous ai cités. Et au 3e étage de cet immeuble habite l'un des neveux d'Alfred Libon, ami également de Saint-Saëns, Armand Rousseau, qui est polytechnicien, inspecteur général des ponts et chaussées, qui sera sénateur du Finistère et gouverneur général de l'Indochine. Un deuxième fils va bientôt naître, Jean-François,
le 13 décembre 1877. Mais en 1878, la vie familiale va prendre un tour tout à fait dramatique. Le 28 mai, l'aîné des enfants, André, âgé de 2 ans et demi, entendant les fils d'Armand Rousseau jouer dans la cour, échappe à la surveillance de sa mère, se penche par la fenêtre de l'appartement et se tue en tombant du 4e étage sur le pavé de la cour. Marie-Laure Saint-Saëns est évidemment très choquée. Elle ne peut plus nourrir le cadet, Jean-François, qui est âgé de 7 mois. On envoie le bébé à Reims, chez sa grand-mère, où il meurt 6 semaines plus tard, le 7 juillet. Donc l'entente du couple ne va pas résister à cette terrible épreuve. Les deux époux vont se séparer 3 ans plus tard, à l'été 1881, mais sans pour autant divorcer. Marie-Laure Saint-Saëns va vivre en Haute-Marne chez son frère et Camille Saint-Saëns va conserver cet appartement de la rue Monsieur-le-Prince où il va vivre avec sa mère jusqu'à la mort de celle-ci en décembre 1888. Et c'est ensuite que va commencer une vie itinérante, on peut le dire vraiment, sans domicile fixe. Saint-Saëns va décider de quitter l'appartement de la rue Monsieur-le-Prince auquel trop de souvenirs le rattachent. Il confie ses archives et ses souvenirs de famille à la ville de Dieppe, où il était encore en contact étroit avec l'un de ses cousins qui était bibliothécaire. Et il va partir pour de longs voyages. Donc, par goût, Saint-Saëns a toujours aimé voyager, ce qui fait d'ailleurs la joie des caricaturistes. Mais ces itinérants sont aussi motivés par 3 raisons principales. D'une part, sa santé fragile lui impose de passer l'hiver sous les climats chauds. Je vous rappelle qu'il est tuberculeux. Il disait « Je ne crains qu'une seule chose au monde, c'est le froid ». D'autre part, sa carrière de concertiste prend un développement international et l'oblige à de fréquents déplacements en Europe puis à travers le monde. Et enfin, l'éloignement, surtout la mise en retrait de l'agitation parisienne et de ses sollicitations lui sont absolument nécessaires pour pouvoir composer en toute tranquillité. Donc, il quitte souvent la capitale vers la fin du mois d'octobre et revient en France par étapes vers la fin du mois d'avril lorsque la température est plus clémente. Et son emploi du temps va s'organiser en fonction de ses contraintes. Il dit souvent « Mon absence est une chose à laquelle il faut s'habituer. Il n'est plus possible de rester à Paris l'hiver. Il n'y a pas à se faire d'illusions. Paris n'est plus habitable pour moi durant 6 mois de l'année. » Et lorsqu'il revient à Paris, donc durant le printemps et l'été, il loge à l'hôtel. Alors, il a souvent cette habitude à l'hôtel Bedford, à côté de la place de la Madeleine, où se trouvent les bureaux de son éditeur et ami Auguste Durand. Et lorsqu'il reste un petit peu plus longtemps, il loue des appartements meublés dans Paris ou à l'extérieur, à Asnières ou à Saint-Germain-en-Laye pour être tranquille. Et ça n'est qu'en 1904 qu'il va se décider à se réinstaller à Paris, et cette fois dans le 16e arrondissement, rue Blanchant, puis rue de Courcelles dans le 17e. Mais quittons un petit peu la vie privée pour reparler un peu de la vie musicale et notamment de ce qui se passait rue Monsieur-le-Prince. Puisque déjà, dans son appartement de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, Saint-Saëns avait pris l'habitude de réunir des amis, des artistes pour des soirées musicales. Bien entendu, la bande d'amis peintres traversait la Seine et allait rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et au dire d'un témoin, Saint-Saëns initiait donc ces peintres non seulement à la musique, à sa musique, mais à celle des maîtres d'autrefois. Et puis, peu à peu, le cercle va s'agrandir et nombre d'amateurs, de musiciens français et étrangers étaient très désireux d'assister à ces soirées artistiques et même de s'y faire entendre. Alors, il s'agissait de soirées informelles, c'est pourquoi elles sont encore peu et mal documentées, et ce n'est que par des témoignages de participants que l'on peut finalement reconstituer ce qui s'y passait. Mais les lundis de Saint-Saëns sont vite devenus très courus et ont continué de se tenir, bien sûr, lorsqu'en 1877, il revient de gauche rue Monsieur-le-Prince. Donc, un autre témoin décrit ainsi le cadre de ces réunions musicales. Son appartement, rue Monsieur-le-Prince, est très simple. Le salon meublé dans le style empire est d'un aspect sévère. Un magnifique buste de Liszt, pour qui Saint-Saëns professe sa plus grande admiration, est sur une console. Le médaillon de Berlioz, les portraits de Gounod et de Bizet sont encadrés sur la cheminée. Ce temple de la musique est ouvert tous les lundis aux délicats et aux amateurs de musique sérieuse. Les grands artistes de passage à Paris viennent s'y faire entendre. Son cabinet de travail est une petite pièce entourée de casiers remplis de musique et il y travaille généralement debout devant un pupitre élevé. Un autre témoin raconte encore.
La quantité d'artistes de talent de toutes les nations qui ont traversé ce salon hospitalier est considérable. Nous citerons au hasard Anton Rubinstein, Madame Viardot, Gounod, Massenet, la princesse de Metternich, Bizet, Lalo, Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, Chabrier, Dupas, Messager, Sarrazac, Lasserre, etc., etc. Rien de plus patriarcal, de plus simple que ces réunions cosmopolites. Aucun programme n'est arrêté à l'avance. La conversation amenait-elle à parler de l'œuvre d'un compositeur, quel qu'il fût, on l'exécutait immédiatement. La musique commençait à 9 h, finissait généralement à 11 h. Saint-Saëns se prodiguait beaucoup et donnait à tous les preuves de sa prodigieuse mémoire, de sa dextérité, en exécutant à première vue les partitions les plus compliquées, arrivées tout récemment d'Allemagne, notamment celles de Wagner, qui intéressaient alors vivement les véritables artistes. On les lisait, on les étudiait avec passion, et le maître de la maison était un des premiers à les analyser et en signaler les beautés grandioses. Il faisait là, on peut le dire, une sorte d'apostolat et enseignait à tous la parole wagnérienne. Et je cite toujours le même témoin. Certains lundis d'humeur joyeuse, la scène se transformait. La muse lyrique cédait la place à une muse plus légère et on secouait un peu les grelots de la folie en jouant la belle Hélène du maestro Offenbach. Les costumes étaient de rigueur. Regnault ou Bizet remplissaient le rôle de la belle Hélène, Jadin celui du beau Paris et Saint-Saëns celui de Calcasse. C'était une véritable succursale des bouffes ou des variétés. Le maître du logis trouvait là une occasion de donner cours à sa verve parisienne, à sa nervosité et à sa vivacité d'esprit d'atelier. Mais certains soirs, en revanche, l'ambiance est tout autre car Saint-Saëns a son caractère qui n'est pas toujours très bon. Et comme en témoigne le jeune Vincent d'Indy qui lui aussi fréquente avec assiduité les lundis. Soirée mouvementée chez Saint-Saëns. Algarade avec Sarrazat et Fischer qui massacrent la musique de Rubinstein. Saint-Saëns les injurie. Vous êtes des idiots. Je ne veux recevoir chez moi que des artistes et non des saltimbanques. Voilà, donc il se passe vraiment bien des choses dans cet appartement de la rue Monsieur-le-Prince et il fut aussi la domiciliation de la Société nationale de musique dont vous voyez ici le logo et la devise. Constatant en effet que les jeunes compositeurs de sa génération avaient décidément beaucoup de mal à faire entendre leurs œuvres, Saint-Saëns et son ami le chanteur Romain Bussine avaient décidé de fonder une société musicale. Et le but qu'ils s'étaient donné, c'était de promouvoir et de diffuser les œuvres des compositeurs vivants qui jusqu'alors ne pouvaient trouver place ni au concert, ni à l'opéra, ni dans les nombreuses sociétés de musique de chambre qui existaient pourtant, mais qui, comme le rappelle Saint-Saëns, n'admettaient sur leur programme que les noms resplendissants de Beethoven, Mozart, Haydn et Mendelssohn, et quelquefois Schumann pour faire preuve d'audace. Le nom d'un compositeur à la fois français et vivant, imprimé sur une affiche, avait la propriété de mettre tout le monde en fuite. Mais ce projet de création de Société nationale de musique est quelque peu retardé par la guerre de 70, donc elle est fondée officiellement le 25 février 1871, et à Saint-Saëns et Bussine se joignent Alexis de Castillon, Édouard Lalo, Jules Massenet, Georges Bizet, César Franck, Henri Duparc, Théodore Dubois, Gabriel Fauré, Ernest Guillaume. Donc le siège social est la rue Monsieur-le-Prince. Et ce laboratoire musical va bientôt rassembler tous les grands noms de la musique française et le volontarisme de Saint-Saëns va bientôt le faire désigné comme porte-parole des musiciens de sa génération, le chef de file de la musique française, titre qu'il n'a jamais revendiqué mais dont on le désigne tout naturellement. Il va être donc le jeune maître, le maître, avant d'en devenir le doyen. Donc les statuts de la société, donc sa devise c'est Ars Gallica, c'est bien son programme, la promotion des compositeurs français. Les statuts de la société furent plusieurs fois modifiés, notamment en 1886, pour faire place aux compositeurs étrangers. Ce qui, additionné à des froissements répétés et à l'influence croissante de Vincent d'Indy et des élèves de César Franck, va pousser Saint-Saëns et Bussine à la démission. Mais c'est une autre histoire. Donc, pour en revenir au 6e arrondissement, on n'allait pas croire non plus qu'après 1888, lorsque Saint-Saëns va quitter son domicile pour une vie beaucoup plus itinérante, il ne va pas revenir dans le 6e. Alors, certes, il ne va plus y séjourner, mais il va fréquenter le 23 quai Conti avec une certaine constance puisqu'il est nommé élu membre de l'Institut.
Donc, il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1881, à sa troisième tentative. Il avait songé à se présenter dès 1876, mais il s'efface devant la candidature d'Ernest Reyer. Et en 1878, il est battu de justesse par Jules Massenet. Donc, il est élu en 1881. Il succède à Henri Reber au fauteuil numéro 5 de la section 5, composition musicale. Fauteuil qu'il va occuper pendant plus de 40 ans. Il participe aux séances du dictionnaire des Beaux-Arts, pour lequel il va rédiger quelques articles pour les lettres E, F et G. Et il met un point d'honneur à assister aux délibérations du prix de Rome, lui qui ne l'a jamais fait. Il va même parfois jusqu'à régler ses voyages en fonction de la date du jugement. C'est ainsi, par exemple, qu'il va renoncer la mort dans l'âme à un voyage au Japon pour pouvoir être rentré à temps pour le concours. Et par exemple, en 1901, il va faire partie du jury lorsque Ravel est encore une fois de plus refusé. Saint-Saëns va écrire ainsi à son ami Charles Lecoq. L'Académie a fait acte de justice en vantant d'un cran les récompenses que la section avait décernées. Il y a des jurés qui ont voté 0 depuis le commencement jusqu'à la fin. La raison de cette sévérité m'échappe complètement. Le troisième récompensé, le nommé Revel, me paraît appelé à un sérieux avis. Saint-Saëns a eu raison tout de même. Et en 1905, donc Saint-Saëns est président des 5 académies, et à ce titre, il va prononcer le discours de la séance publique annuelle. Pour marquer son attachement à l'Institut, Saint-Saëns va offrir à la bibliothèque le manuscrit autographe de sa célèbre 3e symphonie avec orgue en 1918. Donc, ce manuscrit a été exceptionnellement prêté pour la grande exposition Saint-Saëns qui a eu lieu l'année dernière au Palais Garnier. Mais en dehors de ce geste, je ne peux m'empêcher de penser, mais enfin cela n'engage que moi, que l'Académie des Beaux-Arts s'est tout de même montrée quelque peu ingrate en cette année du centenaire, l'année dernière, envers cet illustre membre qui l'a si bien servi et on lui a guère rendu hommage. Donc Saint-Saëns décède à Alger le 16 décembre 1921. Une cérémonie solennelle a lieu sur place, puis son corps va traverser la Méditerranée. Il est transporté ensuite à Marseille, puis à Paris. Et Saint-Saëns était grand croix de la Légion d'honneur. Il a donc droit à des funérailles nationales en grande pompe qui ont lieu le 24 décembre à l'église de la Madeleine. Vous voyez ici quelques photos d'agence de presse. Et il est enterré aujourd'hui au cimetière Montparnasse, où il avait fait lui-même construire une chapelle funéraire pour ses 2 enfants. Donc on voit sur la place de la Concorde la foule amassée pour voir passer le corbillard. Donc, immédiatement après sa mort, une société Camille Saint-Saëns a été fondée en 1922 et elle a fait poser une plaque que vous pouvez voir aujourd'hui sur l'immeuble du 14 rue Monsieur le Prince. Cette première société, qui s'était constituée pour une durée de 50 ans, a été dissoute en 1972. Donc, une nouvelle société que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui et dont quelques membres sont disséminés dans cette assemblée, a été refondée en 2016 dans le but de poursuivre l'objectif que s'était fixé la première société, c'est-à-dire l'étude de l'œuvre de Saint-Saëns et la publication de grands corpus de sa correspondance. Donc, elle publie des cahiers Saint-Saëns afin d'améliorer notre connaissance de celui qui fut l'une des grandes figures de la musique française de son temps et, comme j'espère vous l'avoir démontré aujourd'hui, l'une des personnalités marquantes du 6e arrondissement. Je vous remercie. Je voulais juste remercier aussi le président de la Société Saint-Saëns, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir, Michael Stegemann, et qui pourra aussi répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Et remercier aussi Daniel Roth, l'organiste de Saint-Sulpice, qui est venu en voisin aussi et qui a enregistré parmi tant d'autres choses une version de référence de la 3e symphonie avec orgue de Saint-Saëns et qui nous aide aussi à préparer l'édition instrumentale complète des œuvres qui est en cours de parution. Voilà. Merci à lui. Merci infiniment, madame, pour cette conférence passionnante et je pense qu'on va sans doute beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions?
personnes. Peut-être tout le monde est un peu réfrigéré. Moi, je voudrais vous poser la question, comment a-t-il appris le piano? Qui le lui a appris? Parce que vous parlez de lui dès 6 ans, compose, etc. Donc, je voulais savoir. Alors, il a commencé à apprendre le piano avec sa grand-tante, justement, qui était une très bonne pianiste amateur, je pense d'un très bon niveau. On a retrouvé une petite carte de visite de sa grand-tante qui était, enfin, elle s'annonçait comme étant professeure de piano, donc elle devait avoir tout de même un niveau assez bon. Elle avait un petit piano droit de Zimmermann chez elle, et on raconte que le couvercle était tout le temps ouvert et que dès que le petit enfant passait à côté de ce piano, il mettait les doigts dessus. Il a commencé comme ça à jouer. Donc, c'est elle qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, lui a appris le piano. Et ensuite, voyant qu'il avait tout de même des talents assez exceptionnels, vous l'avez vu, il jouait devant Ingres, déjà un petit peu partout, on l'a confié à un professeur réputé qui s'appelait Camille Stamati. Et il a étudié un certain nombre d'années, à peu près 6 ou 7 ans, avec ce professeur réputé, qui lui a fait donner un grand concert salle Pleyel dès l'âge de 10 ans, où il a fait tout à fait sensation. Il y a même un article de presse à cette époque, en 1846, dans la presse. Il donne un concert de piano avec orchestre, il a 10 ans, et surtout ce qui étonne le public, c'est qu'il joue par cœur. Et il joue un concerto de Mozart, un concerto de Beethoven et plusieurs pièces de grande virtuosité. Donc, on a vraiment affaire à un enfant prodige, hein, de ce point de vue-là. Et toute sa vie, il va garder cette même vélocité, cette même dextérité. Alors, les leçons avec son professeur vont s'interrompre assez rapidement, vers l'âge de 13 ou 14 ans, parce qu'en fait, Saint-Saëns avait un rêve, c'était de pouvoir rencontrer Chopin, qui à l'époque était encore vivant. Chopin est mort en 1849 et qui lui-même aussi donnait des récitals et donnait des cours de piano à Paris. Et son professeur Stamati l'avait menacé de dire « Mais si vous allez voir Chopin, moi je ne veux plus de vous comme élève, je vous quitte. » Enfin, de toute façon, ils se sont séparés, mais en tout cas, Saint-Saëns n'a jamais pu rencontrer Chopin et l'a regretté toute sa vie. Quelles sont les raisons de l'attachement de Saint-Saëns à la ville de Dieppe? Je crois qu'il a légué beaucoup de choses, et qu'est-ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui à Dieppe? Alors, on trouve beaucoup de choses à Dieppe. Saint-Saëns a gardé un attachement, donc il avait ce cousin, Léon Letellier, qui était bibliothécaire à la ville de Dieppe, où il a fait une carrière, je crois, de plus de 60 ans. Et il était aussi très ami avec le conservateur du musée de la ville de Dieppe. Et il y passait fréquemment quand il se rendait pour des tournées de concerts dans le nord de la France ou pour aller en Angleterre, où il a fait aussi une très belle carrière. Donc, il faisait très souvent des stages, enfin des courts séjours à Dieppe. Et à partir du moment où sa mère est morte en 1888, Saint-Saëns n'avait plus de famille, il n'avait pas de frères et sœurs, il n'avait pas gardé vraiment de rapport avec ses cousins. Il s'est trouvé vraiment très, très isolé. Et puis, il a commencé cette vie d'itinérance. Donc, ce cousin bibliothécaire à Dieppe et le conservateur du musée lui ont proposé de conserver ses archives. Donc, Saint-Saëns a pris lui-même l'initiative, la décision de confier sa bibliothèque et ses manuscrits musicaux à son éditeur et de confier ses objets de famille, ses souvenirs, les tableaux de sa mère, ses meubles, sa correspondance, toutes ses archives à la ville de Dieppe. Et en fait, il y a eu un musée Saint-Saëns qui a existé un certain temps, qui était indépendant, qui ensuite a été inclus dans le musée des Beaux-Arts. Vous pouvez toujours voir à Dieppe d'ailleurs un salon Saint-Saëns avec en exposition son piano, un certain nombre de souvenirs de voyage qu'il a ramenés, puis encore une fois ses meubles de famille. Et puis ses archives sont aujourd'hui réparties. Tout ce qui est meubles et objets se trouve au musée, qui est dans le château fort de Dieppe. Et tout ce qui est papier, correspondance, dossier documentaire se trouve au fond ancien de la médiathèque de Dieppe. Et tout ce qui est musique, si je puis dire, les partitions et les manuscrits musicaux se trouvent au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France. Donc on se connaît très bien, on correspond, on fait des recherches les uns chez les autres. Et d'ailleurs, la ville de Dieppe avait prêté énormément d'objets, de tableaux pour l'exposition qui a eu lieu l'année dernière. Donc voilà, il y a un attachement, c'était en fait le berceau de la famille paternelle. Donc il y a toujours une espèce de nostalgie de Saint-Saëns pour la ville de Dieppe.
Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. J'ai remarqué qu'il y avait un petit village à côté de Kiev qui s'appelait Saint-Saëns. Oui. Il y avait un lien avec la famille, puisque c'est pas tellement éloigné. Alors, je crois que le seul lien est simplement étymologique. En fait, il y a beaucoup de Saint-Saëns dans cette région-là. Il y a effectivement cette petite ville. En fait, ça vient de Saint Sidonius, qui serait un saint, sans doute venant d'Irlande, qui serait venu évangéliser au 5e ou 6e siècle cet endroit de la Normandie. Donc, de Saint Sidonius, on est passé à Saint-Saëns. Et effectivement, il y a plusieurs familles qui portent ce patronyme dans cette région. Avez-vous une idée, madame, pourquoi la fameuse symphonie numéro 3 avec Paul n'a jamais été interprétée au palais du Trocadéro, qui avait un rôle très important, et je crois qu'elle est jouée à Garou, avec un orgueil plus petit. Est-ce que je me trompe? Alors, je me demande si ce n'est pas pour une raison d'acoustique. Je sais que Saint-Saëns n'aimait pas cette salle. Il trouvait qu'elle était trop grande, que le son s'y perdait. Est-ce qu'il a eu peur du résultat que ça allait donner? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que l'orchestre se trouvait loin de l'orgue? Est-ce qu'il y avait aussi une question de configuration? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est peut-être Michael Stegemann qui pourrait vous répondre sur ce point s'il a davantage d'informations. Mais je sais que Saint-Saëns n'aimait pas beaucoup cette salle. Il a redouté. Michael, est-ce que vous avez des... Oui. Bon, peut-être je peux répondre. La salle demandait un orchestre énorme pour remplir toutes les... pour atteindre le public. Et on sait que, par exemple, le Requiem de Fauré a été joué là, dans une version avec 350 choristes et un orchestre immense. Fauré était enchanté de cela, mais c'est un sens qui disait non, je ne veux pas avoir de telles monstruosités pour ma musique. Donc, c'est une explication possible, mais peut-être une possibilité. Bon, eh bien, encore mille merci pour cette brillante conférence, c'est très passionnant. Et puis, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et de nous retrouver finalement en début de l'an prochain pour les conférences et les visites. Voilà, merci encore. C'est moi qui vous remercie.